Elle prétend survivre grâce à un régime composé de tisane et de lumière du soleil, et prêche une philosophie du jeûne comme voie de purification spirituelle. Mais si certains crédules croyaient encore que les enseignements de la gourou australienne du New Age Helen Grieve n'étaient rien de plus qu'une dangereuse supercherie, la confirmation est venue cette semaine lorsqu'elle a relevé le défi d'être surveillée pendant un jeûne de 7 jours. Madame Grieve, une ancienne femme d'affaires de Brisbane qui préfère se faire appeler Jasmine, affirme n'avoir rien mangé depuis 5 ans, hormis quelques biscuits au chocolat de temps à autre. Elle prétend se nourrir de l'énergie pranique, présente dans l'atmosphère, et avoir fait fortune grâce à des conférences et des livres vantant les mérites de la vie à l'état de lumière. Dans une démarche qui semble pour le moins téméraire, Jasmine, qui s'apprête à effectuer une tournée en Grande-Bretagne, a récemment accepté d'être séquestrée dans une chambre d'hôtel par l'émission d'actualité australienne 60 minutes. Une agente de sécurité l'a surveillée jour et nuit afin de s'assurer qu'elle ne prenne ni nourriture ni eau, et son état de santé était régulièrement contrôlé par le Dr Barry Swank, président de la section de Queensland de l'Association médicale australienne. Privée de nourriture, Jasmine, 42 ans, s'est déshydratée et amaigrie. Son élocution s'est ralentie, ses pupilles se sont dilatées, elle paraissait apathique et émaciée. Autrement dit, elle a présenté tous les symptômes physiques qui affectent les êtres humains lorsqu'ils s'abstiennent de manger et de boire. Au bout de 4 jours, sur les conseils du Dr Wank, l'émission 60 minutes a abandonné l'expérience, dont les résultats ont été diffusés dimanche soir. Voir cette prétendue prophétesse du mouvement respérien, comme on l'appelle, démasquée comme une simple mortelle à la télévision nationale aurait pu être considéré comme un divertissement. Si ce n'était le fait que la mort de 3 personnes a été liée à ces théories, et que des milliers d'autres disciples illuminés à travers le monde mettent ces mêmes théories en pratique. Ce à quoi les téléspectateurs ont assisté, c'était la première étape d'un processus qui, sans intervention, mène inéluctablement à la mort. Jasmine goûtait aux effets secondaires du médicament qu'elle prescrit elle-même, probablement pour la première fois, car elle est d'ordinaire en pleine forme. Effrontée jusqu'au bout, Jasmine a affirmé dans l'émission 60 minutes que les dés étaient pipés contre elle lors du procès, car la pollution urbaine provenant de la route à l'extérieur de l'hôtel limitait les nutriments qu'elle était capable de tirer de l'air frais. D'une voix plaintive, habituelle, affaiblie par la malnutrition, elle a déclaré « Non, ce n'est pas vrai, car je le fais depuis longtemps, et 6000 personnes dans le monde l'ont fait sans aucun problème. » Jasmine a ensuite affirmé avoir 100 millions de partisans à travers le monde, ajoutant « Nous avons affaire à des gens intelligents et lucides qui n'ont pas besoin de gourous. J'écris des livres, je publie des informations sur Internet. Si les gens trouvent que cela fonctionne pour eux, ils peuvent appliquer certains principes. » Le respirianisme, terme désignant le jeûne extrême, n'est pas nouveau. Il est pratiqué depuis de nombreuses années par les moines tibétains, mais seulement pendant des périodes relativement courtes. Jasmine a fondé sa branche du mouvement en 1993, expliquant aux sceptiques « J'ai trouvé une autre forme de nourriture. Elle s'appelle la lumière pranique, qui est la lumière de Dieu présente partout dans l'univers. » Dans un communiqué de presse diffusé par courriel hier soir, par l'une de ses organisations, la Self-Empowerment Academy, elle a rejeté les conclusions, ajoutant « Ce qui apparaît comme une illusion pour certains est simplement une réalité préférable pour d'autres, car sans nos rêves et nos visions, l'humanité n'a aucun espoir. » Cet article, écrit par Katie Marks le mardi 26 octobre 1999 dans le journal anglais The Independent, retrace l'histoire d'Helen Grieve, une Australienne qui prétend vivre de lumière pranique, ne plus se nourrir et quasiment plus s'hydrater depuis au moins 5 ans. Le prana est un élément indispensable pour les adeptes du respirianisme, un mouvement qui promet de vivre d'air et de lumière uniquement. Alors, inspirez à plein poumon et partons retracer ensemble l'histoire de cette dérive sectaire. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire.
Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce, Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falciparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et bonjour à tous, bienvenue dans notre 9e épisode de la saison 2. Bonjour, bonsoir. Ça va, Falciparum ? Eh ben écoute, ça va. J'avais un doute sur le compte et effectivement, notre 9e épisode déjà de la saison 2. J'ai dû aller voir sur nos plateformes pour voir lequel c'était. Là où on en était, ouais. Finalement, c'est une aventure qui continue à durer tranquillement, quoi. Ouais. Bon, on a un petit peu de retard encore cette fois-ci. Début 2026, un peu long à se mettre en route, mais on va revenir, vous inquiétez pas, à nos habitudes. Voilà. Mon prochain épisode est déjà écrit, on pourra l'enregistrer quasiment dans la foulée dans cette semaine et peut-être rattraper un peu le temps perdu. Ouais. Alors, est-ce que tu as compris de quoi on allait parler ? Je pense que c'est assez clair quand même, j'en parle directement dans l'intro, donc... Alors oui, et je connais un peu l'histoire, mais quand en fait, ça m'évoquait surtout une autre histoire, et je pensais, quand on avait discuté la dernière fois, que tu allais peut-être discuter du cas médical et de la discussion qu'il y a eu sur le cas de Marthe Robin, qui était une personne qui a une sainte, qui est restée 16 ans sans manger, mais du coup... Je vais en parler, mais rapidement. Nourrie par l'Esprit Saint, tout ça. Et donc je connaissais plus, je connais mieux l'histoire de Marthe Robin parce que française, que l'histoire de cette Australienne que tu vas nous raconter là. Ouais, donc du coup on va parler de respirianisme, ça s'appelle aussi l'indi ou le pranisme. Pas confondre avec le priapisme, mais je vous laisse aller vérifier ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers des termes médicaux. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, absolument pas. Donc il y a plusieurs noms. C'est un mouvement qui est décrit comme dérive sectaire. Alors c'est pas une secte, mais ça fait partie des dérives sectaires qui a causé des décès. Bah oui, tu m'étonnes. C'est pour ça que j'en parle. Les responsables sont toujours aujourd'hui en action, entre guillemets, et ne sont pas en prison du tout. Il n'y a même pas eu de procès. Voilà, comme ça, vous êtes déjà de suite au jus. Il n'y a pas de procès ni rien. Et j'imagine qu'il y a pas mal de crossover avec les théories des jeûnes et des jeûnes curatifs, des choses comme ça, qui sont pas mal dans beaucoup de disciplines médicales, en particulier la mienne, mon domaine à moi, qui est la cancérologie, la fin de vie, les soins palliatifs, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de ça pour traiter, qui considèrent que les jeûnes thérapeutiques peuvent et en particulier les jeûnes importants, curatifs. Ce qui n'est pas le cas. Donc il y a, je pense, pas mal de crossover, mais je vais attendre de voir ce que tu en racontes. Ok. Je pense que tu pourras faire tes crossovers parce que je ne vais pas détailler dans ces types de jeûnes. En tout cas, on peut déjà faire un premier disclaimer, même un spoiler carrément. Il faut manger et boire, les gens. Oui. C'est comme ça spoiler. C'est comme ça qu'on survit. Donc, comment m'est venue l'idée de cet épisode ? Eh bien, tout simplement quand j'ai enfin pu commencer à écouter le podcast français Les Mystères Mystérieux.
Ah. Je sais pas si tu te souviens qu'on Ouais, a ouais, mais découvert. je suis en retard sur ça, je suis en retard sur les podcasts Et oui, en général. mais du coup, quand on est allé donc au podcast, donc à Castres, hein, comme son nom l'indique, au mois d'octobre, c'était maintenant. Non, novembre, c'était le 8 novembre. Mhm. On a découvert donc Loli qui fait partie de l'association Bad Geek, des podcasts de France en fait. Et en fait, Loli a son propre podcast qui s'appelle Les Mystères Mystérieux, qu'elle présente avec Sandy, qui elle-même a d'autres podcasts, et Juliette, une autre amie à elle. Et donc en fait, j'ai beaucoup aimé l'épisode qu'elles nous ont présenté à Podcast, et j'ai enfin eu le temps d'aller écouter, et je me suis fait les 13 épisodes d'un coup. Et j'ai trouvé ça génial. Et le tout premier épisode des Mystères Mystérieux, Loli présente son cas mystérieux, donc qui est sur le respirianisme. Et du coup, ça m'a donné envie d'écouter, de faire un épisode là-dessus. Mhm. Donc je l'en remercie. Et je vous conseille vivement d'aller écouter ce podcast, parce que vraiment, il est vraiment génial. On se marre, mais vraiment, c'est hyper bien présenté. Il y a 3 histoires par épisode, puisqu'elles sont 3 présentatrices. Alors là, ça fait depuis fin 2023 qu'elles n'ont pas pu refaire d'épisodes, hormis celui du podcast. Parce que pour des raisons d'organisation, parce qu'elles n'habitent pas les unes à côté des autres, il y en a 2 qui viennent de Toulouse et l'autre, je ne me souviens plus d'où est-ce qu'elles viennent. La dernière, je crois que c'est Juliette, qui ne vient pas de Toulouse. Et du coup, elles ont trouvé une nouvelle acolyte, il me semble, mais bon, il n'y a toujours pas l'épisode de podcast qui est sorti sur la plateforme. Peut-être qu'elles le sortiront, mais voilà, c'était vraiment super chouette. Je vous conseille d'y aller parce qu'on se marre bien, on apprend des choses, donc c'est vraiment très très bien. Donc revenez les filles, s'il vous plaît. Ok, bah je prends la recommandation et j'ai réécouté, mais c'est vrai que j'ai un peu de retard sur l'écoute des podcasts. Ouais. Mais il y en a plein qu'on a découvert là-bas et on n'a pas eu le temps vraiment d'écouter. Et là, je me les ai fait pas Non, mais mal. même le dernier Distorsion, j'ai pas eu le temps de l'écouter alors que je il suis est vraiment un bien très d'ailleurs. très grand fan. Il est hyper bien. Mais du coup, c'est vrai que là j'ai été pas mal pris aussi. C'est parti ? Écoute, moi je suis prêt. Alors, le respirianisme, qu'est-ce que c'est ? Donc, respirianisme ou pranisme ou inédit, c'est l'abstention totale ou presque de nourriture, de boissons, fondée sur la croyance qu'une personne peut vivre sans se nourrir ou boire. Des gens qui n'ont jamais fait de thermodynamique dans leur vie, ça. Hein. On est clairement sur de la dérive sectaire, hein, donc ici, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas reconnu comme une secte en tant que telle. C'est que de la dérive sectaire pour l'instant. On a 2 grands noms qui ont fait connaître ce respirianisme, c'est Wiley Brooks dans les années 70-80, fin 70, début 80, et Jasmine dont je vous ai parlé à partir des années 90-2000. Donc je vais vous décrire un petit peu les deux. Et notamment Jasmine, c'est par elle que je vais finir parce que il y a des décès qui sont liés à son activité. Ça lui a été imputé, mais elle n'est pas coupable parce qu'elle n'a pas été accusée ni rien. Elle n'est pas venue au procès non plus. Elle n'a pas été venez au procès pour vous défendre, quoi. Alors historiquement, le jeûne est quelque chose qui a été réalisé par de nombreuses personnes depuis la nuit des temps entre guillemets. Au nom de la religion, les catholiques, les hindouistes, etc., pour la plupart du temps. Cependant, on sait quand même que ce n'était pas un jeûne, c'est-à-dire un jeûne qui était continu. C'était des courtes périodes, en fait. Ils buvaient, ils mangeaient. Pendant leur jeûne, ils prenaient des bouillons la plupart du temps, mais ils ne restaient pas sans manger H24, quoi. Cela, il le faisait afin d'atteindre un détachement du matériel, la maîtrise du corps, etc. Enfin bon, toutes les choses qu'on peut connaître, qu'on peut se représenter. Donc, les personnes un petit peu connues pour avoir fait des jeûnes, on a Catherine de Sienne, qui était connue pour le jeûner pendant de longues périodes et elle serait morte de ses privations après 3 mois d'inédit. Surprise, je ne crois pas. On a Lidwin de Schiedam, désolée pour la prononciation, Anne-Catherine Emmerich, qui était une religieuse. On a une indienne, Giri Bala,
qui est du 19e, qui est une sainte pour les hindouistes aussi. Thérèse Neumann, au milieu du XXe siècle. Alors elle n'aurait pas mangé pendant 36 ans, hormis l'hostie, donc c'était sa communion quotidienne, et un chouïa d'eau. La fameuse Marthe Robin, qui est, elle, du début XXe, et qui était une mystique catholique française. Donc, si tu veux la traiter, vas-y, n'hésite pas. Bah, c'est celle dont je parlais tout à Ouais. l'heure, effectivement, parce que on en discutait l'autre jour et j'aime bien les cas historiques où il y a eu des discussions sur ou les autopsies ou les analyses. Et en fait, il y a eu toute une... forcément, comme il y a eu un procès en béatification, il y a forcément eu un débat médical sur est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Et en plus, il y a eu un cas de fraude chez elle, et donc c'était quelque chose de... Je pense que Il y a beaucoup de cas de peut-être. fraude quand même chez les personnes qui disent qu'ils jeûnent Mm, de façon totale. mm, Et enfin, la dernière, alors il y en a des tonnes, hein, des gens qui disent qu'ils n'ont pas mangé, qui sont considérés comme des saints, en fonction de la religion qu'ils ont. Après, j'ai pas pu tous les citer parce qu'il y en a vraiment énormément. mm. La dernière que j'avais notée, c'était Alexandrina de Balazar, du début du XXe aussi, qui était une mystique catholique portugaise. Mhm. Où est-ce que le respirianisme naît? Alors, on pourrait croire que c'est très très vieux, que ça a toujours existé. Sauf que, parce qu'il prend des concepts de la religion hindouiste pour la plupart, tibétain, etc. Et donc, ça est né il y a plusieurs siècles. Sauf qu'en fait, c'est né dans les années 60-80, dans un contexte précis. Dans les années Moi, c'est 60. le New Age Exactement. des années post Flower Power. Exactement. Donc, dans ces années-là, on avait un rejet de la médecine. Il y a eu pas mal d'explosions de différentes sectes aussi, hein, avec on prône l'amour, tous ensemble. L'amour entre différentes L'amour générations, libre, l'amour libre, etc. toutes les formes d'amour. Ouais. Ouais. Avec la fascination pour l'Orient, l'Asie, les contre-cultures, l'écologie radicale aussi. La consommation de drogue. Exactement. Et à ce moment-là, apparaît des personnalités. Alors, j'ai mis personnalité plus que gourou, parce que, du coup, comme c'est pas reconnu comme secte, je sais pas trop si je peux vraiment utiliser ces termes. Donc, avec des régimes extrêmes, des promesses d'illumination et des pseudosciences qui y sont associées. Ici, dans notre cas... On a traité oui, le tout à fait, crudivorisme. ouais. Tout à fait. Lui, c'était un vrai gourou, pour le coup. Il a fait des choses encore pires, quand même. Donc, dans notre cas du respirianisme, l'objectif principal est de transformer la faim en illusion spirituelle qui te nourrirait. Au-delà d'un certain stade de faim, on peut délirer. Donc, Ouais. Pour donner de la légitimité à cette croyance, le mouvement respirianiste va s'appuyer sur des figures présentées comme des preuves vivantes qu'un être humain pourrait se passer de nourriture. On a 3 noms qui vont revenir dans les discours. Mais avant de les évoquer, ces personnes, je vais un peu vous dire les 4 niveaux qu'il y a dans le pranisme, tels qu'ils sont présentés dans le discours pranisque. Parce que du coup, t'es pas d'un coup à faire du respirianisme. Il y a des niveaux pour accéder au level top. Ouais. C'est un peu pensé tout ça. C'est progressif. Ouais. Voilà. Le respirianisme a élaboré une Et il y a classification. le Nirvana tout en haut, quoi. Presque. Donc il y a une classification à plusieurs niveaux, présentée comme une évolution naturelle de la conscience, mais qui correspond en réalité à une mise en danger graduelle du corps, dont je vais vous parler avant d'évoquer les 3 preuves vivantes. Donc le niveau 1, c'est pranisme avec nourriture ou alimentation consciente, entre guillemets. Dans leur texte, c'est une alimentation qui est toujours présente, mais dite plus légère, plus vivante, plus vibratoire, souvent associée au cru, au végétal et à des jeûnes courts. C'est présenté comme une préparation à la suite. Le niveau 2, c'est le pranisme avec liquide. Donc là, on supprime tous les solides. C'est l'arrêt progressif donc, de l'alimentation solide. On maintient l'eau, des jus et des tisanes. C'est présenté comme une phase de transition. Ensuite, le niveau 3, c'est le pranisme hydrique minimal.
L'eau est encore présente, mais réduite au strict minimum, parfois décrite comme symbolique. Bah là, jusque-là, les 3 niveaux, et en particulier le niveau 2 et le niveau 3, c'est des pratiques que moi j'ai vu pratiquer ou prôner dans le cadre en particulier en cancérologie par des gourous en Marabout et particulier compagnie. naturopathes ou ci et ça, et qui en arrivent à dire aux gens, par exemple, pendant 7 jours, vous buvez que de la tisane et vous mangez rien d'autre, etc., quoi. Et ça, c'est le niveau 3. Tout à fait. Mais ils disent pendant un certain temps. Eux, c'est pour tout le temps. Bah, enfin, même 7 jours. Hein. Non, bah, oui, 7 jours, on est d'accord que c'est... Voilà. Mais c'est des jeûnes courts. Bon, bref. Et enfin, le niveau 4, c'est le pranisme total, le respirianisme, sans nourriture ni eau. On n'a plus aucun apport de solide et de liquide. La survie serait assurée par le prana, la lumière, l'air, une intelligence cosmique. Les gens qui fabriquent de la chlorophylle, comme ça, ils peuvent faire de la photosynthèse et... Sûrement, ça doit être ça. Donc, les preuves vivantes dont je vais vous parler, ça a été documenté, hein, ils ont vraiment existé, hein, ces gens. Donc, le premier, c'est Iraratan Manek, qui vient d'Inde et qui est né en 1937. Il est connu pour avoir popularisé le sun gazing et il affirme pouvoir se nourrir principalement de l'énergie du soleil en le regardant chaque jour à l'aube ou au crépuscule. Il prétend avoir jeûné pendant des centaines de jours sous observation médicale. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune publication scientifique sérieuse, les protocoles étaient flous, il y avait des contrôles mais ils étaient incomplets, c'est-à-dire qu'il était assez souvent seul, donc possibilité de manger. Et il y a des résultats qui n'ont jamais été reproduits, quoi. Il est devenu une figure quand même importante du milieu New Age, mêlant la spiritualité hindoue, pseudoscience et promesse de santé. C'est une icône du respirianisme solaire, apparemment, sans preuve crédible. Le deuxième, qui est lui beaucoup plus récent, c'est Ram Bahadur Bonjom, ou Bakshi, qui vient du Népal, lui qui est né vers 1990. Il est présenté en 2005 comme le petit Bouddha. Il devient célèbre pour rester immobile pendant des mois sous un arbre, sans manger ni boire, en méditation. Les médias parlent évidemment d'un miracle, mais on a, comme pour son prédécesseur, aucune surveillance continue, des accès non contrôlés à partout, aux toilettes, etc. C'est pas contrôlé, donc du coup, il peut faire ce qu'il veut. Il disparaît plusieurs fois mystérieusement, on ne sait où. Et plusieurs accusations graves sur lui émergent après, notamment sur il y aurait eu des violences, des abus, des enlèvements dans son entourage. Ça n'a pas de rapport, mais ça veut dire que c'est pas forcément une personne très crédible. Donc aujourd'hui, il est surtout connu comme chef spirituel controversé. La police népalaise l'a arrêté en janvier 2024, donc c'est assez récent, sur des accusations graves de viol, d'abus sexuels, de kidnapping quand je vous ai parlé, de disparition de disciples selon les dossiers aussi. En juillet 2024, la justice népalaise l'a reconnu coupable, au moins sur un volet d'abus sexuels sur mineurs, et l'a condamné à la prison avec un appel apparemment qui a été annoncé. Son image de saint s'effondre. Hein. Surtout que quand tu prônes l'ascétisme comme lui, t'es ascète sur généralement tous les plans, en fait. Tout à fait, ouais. Donc aujourd'hui, il est connu comme un chef de secte controversé et pas comme un jeûneur miraculeux. Et le dernier qui est souvent évoqué, donc c'est Prahlad Jani, ou Mataji, qui est indien, qui est né en 1929 et est mort en 2020. C'est un ascète indien qui affirmé qu'il ne mangeait ni buvait depuis plus de 70 ans quand même, grâce à une déesse qui le nourrissait. Il a été observé pendant 10 jours dans un hôpital en Inde lors de tests en 2003. Mais, comme il y a toujours un mais, il y avait des équipes qui n'étaient non indépendantes. L'accès aux toilettes n'était pas du tout surveillé et aucune publication scientifique sérieuse. Il y avait beaucoup d'incohérences biologiques aussi, notamment parce qu'il urinait sans boire. Ce qui, là, pour le coup, est vraiment... pas très logique. Pas trop logique.
Et puis apparemment, il y a les équipes non indépendantes. Il y avait j'avais vu qu'il y avait apparemment les médecins, ils étaient un petit peu pas très très objectifs quoi dans cette histoire. Donc apparemment, il est devenu une preuve médiatique pour les respirianistes occidentaux, mais on n'avait aucune preuve scientifique valide qui a confirmé les affirmations. Une revue académique qui s'appelle Explorer de septembre-octobre 2020, écrit sur les allégations d'inédits, prend ce type de cas comme exemple de phénomène moderne. Beaucoup d'histoires sont impossibles biologiquement ou reposent sur des protocoles insuffisants, non reproductibles. Alors ça c'est un truc qu'on voit notamment, je parlais tout à l'heure de la naturopathie et de toutes les dérives des médecines complémentaires qui se disent alternatives. Soit dit en passant, une médecine n'est jamais alternative mais au mieux complémentaire. Et du coup on a toujours des gens qui font des allégations. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de reproductibilité, il n'y a pas de possibilité d'affirmer que d'une personne à l'autre, on pourra avoir des effets attendus, etc. Donc, c'est toujours vraiment l'angle mort de ce genre de choses. Et l'angle mort qui est forcément exploité par les gourous, les promoteurs, les gens qui font de l'argent là-dessus ou qui font de l'image là-dessus. Et alors je suis étonné parce que dans ce que tu cites, il y a les Indiens, mais tu parles pas des Japonais. Et il y a, tu sais, ces moines japonais. Alors j'ai retrouvé le nom parce que je le connaissais plus, qui prônent une ascèse extrême et qui arrivent. Alors là, pour le coup, c'est dans un autre état d'esprit et qui, en connaissance de cause, provoquent leur mort et leur Ah oui, momification. tout à fait, oui, c'est connu. Et donc, ça s'appelle le Soku Shinbutsu. Oui. Et pour le coup, c'est visiblement pas du tout mis en avant par les respirianistes. Non, j'en ai pas vu une peut-être seule. parce qu'il Ça n'a meurt à la jamais fin. été évoqué, enfin dans aucun des articles, de journaux, etc. Sur lesquels j'ai fait mes recherches, je n'ai jamais trouvé ça. Pourtant, oui, c'est connu. Après, ils le font en Inde aussi, ça. Bah oui, Les bouddhistes et tout. Il y a pas mal Ils sont de... très connus pour se faire ce... Il y avait pas mal de documentaires récemment, d'ailleurs, sur le sujet. Donc, oui, mais non, ils n'ont permet pas été d'atteindre évoqués. le nirvana Tout à fait, ouais. d'une certaine manière. Ouais. Bon, ça va à l'encontre du respirianisme parce que c'est une discipline qui prône pas la mort, mais qui dit qu'on peut vivre avec... en consommant uniquement de l'air, mais du coup, effectivement, c'est étonnant que ça ne fasse pas partie de leur standard. Ou alors, j'ai pas mené mes recherches assez profondément, on va dire, mais je n'ai pas trouvé d'évoquer tout ça, ce pan de l'hindouisme, du Bouddha. D'autres questions ? Non. Tu peux continuer. Alors, on va parler donc de la première figure de proue de cette dérive sectaire, qui est Wiley Brooks, qui est un gourou occidental, on va dire, de ce mouvement. C'est un Américain qui, avec la création du Brissarian Institute of America, donc respirianisme, c'est Brissarian en anglais, qui va poser les bases du respirianisme à proprement parler. Il a été vu pour la première fois dans l'émission télé That's Incredible en 1980. Puis, il va créer par la suite son institut, donc en 82, comme je vous l'ai dit. Les préceptes de son mouvement, il y en a une dizaine à peu près. Donc, le premier, c'est la respiration est la seule chose qui maintient le corps en vie. Brooks affirme que respirer est l'unique besoin vital réel et que manger serait une habitude acquise comparable à une dépendance. Ouais. Une dépendance utile à la vie, quoi. Ensuite, manger est une habitude apprise, pas une nécessité. Donc comme si c'était en fait un conditionnement culturel, quoi, si tu veux. Et il construit l'idée que le corps pourrait être programmé pour s'en passer.
La spiritualité du corps, l'énergie, le soleil ou le cosmic energy. Le corps présente donc cette spiritualité, l'énergie, le soleil. On pourrait tirer une nourriture de l'air, du soleil, ce qui sert comme fondement idéologique du respirianisme. Il a des visions assez radicales puisqu'il dit que même les bébés n'auraient pas besoin d'être nourris. Ouais. Donc ça, c'est vraiment grave là. Il a des... Après, si on était une centrale nucléaire et Oui. capable de gérer directement, de transformer de l'énergie lumineuse en masse, mais bon, on n'est pas trop équipé pour physiologiquement. Ouais. Et il fait une relecture des décès aussi. Les grévistes de la faim meurent d'un souhait de mourir, pas de faim. Ah. Ouais. Ah oui. Il affirme que ceux qui meurent en grève de la faim seraient tués par un état psychologique plutôt que par la physiologie de la famine, déshydratation. L'hygiène vibratoire qu'il y a au sein de son institut, avec des aliments à qualité vibratoire avant toute idée de jeûne. Selon un récit détaillé sur le fonctionnement de son institut, Brooks conseillait d'abord de nettoyer le sang avec des aliments censés avoir une qualité vibratoire jaune. Après, il y a des listes très incohérentes incluant des fruits et même certains produits sucrés industriels. Aucune logique. On dirait l'équipe de Trump qui refait le... Fais gaffe, on va avoir des problèmes après. De toute façon, je pense qu'on est déjà banni des États-Unis. Ah oui, bah oui. Il veut plus personne que des Américains sur le territoire américain. Donc du coup, pour nettoyer le sang, là, il faut des aliments censés avoir une qualité vibratoire jaune, plutôt que de commencer directement par le jeûne. Ouais. Ensuite, on a des promesses de rajeunissement et de dépassement de la mortalité. Ils vendent l'idée que l'être humain n'est pas destiné à vieillir et s'affaiblir de façon inéluctable, et que la voie respirienne mène à une forme de rajeunissement et de longévité exceptionnelle. Tout cela, il l'enseigne dans son institut, et on peut retrouver assez facilement... Pour 500 balles, on peut suivre exactement. cette théorie. On peut retrouver qu'il faisait payer ses cours $500. Il y a plusieurs niveaux de tarifs, mais $500, il y était. Je te sortais le prix comme ça, mais en fait... Il aurait eu jusqu'à 400 membres dans son institut. On n'a pas de données réelles chiffrées, mais vu qu'il n'y a pas eu de plainte ou de procès à son encontre, mais c'est une estimation. Il serait fait quand même un sacré pactole grâce à son institut. Par contre, en 83, donc assez rapidement, Brooks se serait fait choper sortant d'un 7-Eleven, qui est une supérette américaine. Faut bien manger. Ben oui. De Santa Cruz. Non, c'est parce qu'il achetait de l'air. Oui, oui, c'est ça. Ben, tu sais, comme ceux qui vendent les P, les influenceuses. Donc, à Santa Cruz avec un Slurpee. Alors, le Slurpee, je suis allée voir ce que c'était. C'est une boisson à base de glace et de sirop. Et un hot dog. Après, c'était peut-être jaune et c'était peut-être vibratoire. Donc, à un moment, il ne faut pas qu'on soit jugeant. Le hot dog, il y a la moutarde qui est un peu. C'est ça. Jaune. Tu vois, c'était vibratoire. Hein. Et attention, il y avait des Twinkies aussi, et qui sont des bonbons pour ceux qui ne connaissent pas, qui a mis à mal son image et un impact immédiat sur l'opinion de ses adeptes. L'épisode a provoqué, d'après un récit rétrospectif, horror and mass resignation within his organization. Désolé pour l'accent. Donc une horreur et une démission en masse de ses adeptes. Et beaucoup de moqueries aussi de la part des gens extérieurs au respirianisme. Sa ligne de défense publique a été qu'il a constamment nié, tout simplement. Non, c'est pas moi. Avec l'enfant qui est le bol dans les bonbons, tu sais. Il a expliqué que l'affaire venait de la rancune d'une femme avec qui il venait de rompre. Dans une interview de 2003 qu'il aurait donnée au magazine Colors Magazine. Donc, Colors Magazine, c'est un magazine imprimé trimestriel. En couleur. Oui, en couleur. Sur le reste du monde, financé et publié par la société italienne des vêtements Benetton. Ah bah oui. Voilà. On se souvient des pubs Benetton, oui, tout à fait. United Colors of Benetton. Tout à fait. Il explique qu'il lui arrive de rompre le jeûne avec des cheeseburgers et du cola, et explique que lorsqu'il est entouré de junk culture, de junk food, ça lui ajoute de l'équilibre. D'accord. Voilà. En fait, ouais.
C'est comme ça me fait penser aux go muscu et aux bodybuilders qui font un cheat meal. C'est ça. Ils sont hyper rigoureux sur leur alimentation et une fois par semaine, ils Ils ont leur s'autorisent cheat meal. leur petit cheat meal. Dans cette même interview, il formalise les obstacles expliquant pourquoi il doit encore manger parfois. Parce qu'il y a la pollution des gens, la pollution de la nourriture, la pollution de l'air et Ouais. l'électropollution. Bah oui, c'est sûr. Dans les mêmes années, il invente même une cosmologie parallèle où, attention, McDonald's devient un lieu sacré. Ah bah oui, bah oui. Il disait que tous les McDonald's seraient construits sur des lieux énergétiques sacrés, des sortes de portails spirituels entre dimensions. Ah, je suis en train de regarder X-Files et en fait, des fois, ils construisent des trucs sur les anciens Sur des cimetières portails. indiens. Et Ah. du coup, il y a des Il y avait pas un esprits, tout McDo ça. Je sais pas, il y a peut-être des McDo construits sur des cimetières indiens. Voilà, donc pour lui, manger McDo, c'est pas contradictoire avec le respirianisme, c'est presque un acte spirituel, Ouais. tu vois. L'eau est mauvaise aussi, il déconseillait de boire de l'eau, toute forme, hein, quelle qu'elle soit, tisane, etc. Dans le coca, et ça de passe. boire du coca. Oui, Ouais, c'est le ça. coca, ça passe. Mais Ouais. du McDo. Mhm. Et donc, du coup, il y aurait aussi deux mondes. Un monde 3D, le nôtre, le matériel, et un monde 5D, spirituel, énergétique. Mhm. Ces mondes seraient séparés, mais interconnectés. Et attention à toi, tu es prêt? Prends la recette. Ouais, Le Coca-Cola Light, hein, Ouais. et un double Quarter Pounder, c'est de la nourriture 5D. Et Ah. si on ne trouve pas de ce burger, on Royal peut... cheese pour les francophones, enfin pour les Oui. Français. Je sais pas comment on dit au Québec, d'accord, d'ailleurs. Je sais pas du tout. Bon, ça doit Parce que être... ça doit être ni Quarter Pounder ou ni Royal cheese. On va écouter les Québécois canadiens si... N'hésitez pas, ouais, nos amis, à nous dire. nos amis outre-Atlantique, à nous dire comment ça se dit Chez vous. chez vous, le Royal cheese ou le Quarter Pounder with cheese. Ouais. Et si t'as pas ton double Quarter Pounder, tu peux bricoler un équivalent. Attention. Ah. 2 Quarter Pounder plus un cheeseburger. Autrement dit... C'est menu de luxe, là. Ouais, c'est ça. Autrement dit, la junk food industrielle, Bah oui, c'est de la nourriture cosmique de haute dimension. bah oui. Dans une interview à un média d'une neutralité absolue, à savoir son propre site bressarian.com, peu avant sa mort en 2016. Le type, il sent la fraude quand même, un peu quand même. Non, tu crois? Peu avant sa mort en 2016, Brooks explique qu'il cesse d'enseigner afin de consacrer tout son temps à la résolution du problème, expliquant pourquoi il avait besoin de s'alimenter pour maintenir son corps physique en vie et permettre à son corps de lumière de se manifester pleinement. Bref, c'est pas sa faute. Moi, je suis Et il est mort après. estomaqué. Je crois que c'est le... Je sens que tu as envie de tenter le truc. Non, alors, par Avec le contre, McDo. j'essaie de trouver une de ses photos. T'as une de ses photos ou pas? Oui, tu trouves facilement. Comment il s'appelle, le gars? Wiley Brooks. Attends, je vais taper ça. Bon, ça va. Il n'a pas la tête de l'Américain qui mange que des McDo et du... Mais bon. Non, il est assez fin. Hein. Hmm. Mais je trouve qu'il a une bonne tête de 70s par contre. Ok, bon. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, maintenant que j'en ai fini avec Wiley Brooks, on va faire un petit peu de physiologie parce que j'ai senti que vous aimez bien la physiologie derrière votre poste de radio à nous écouter. On a eu des bons retours quand tu as parlé de physiologie cardiaque et de dans l'épisode sur Niels Sogel. Niels Sogel, ouais. Donc, on n'a pas eu le temps que ça, mais... Bon, on a eu des bons retours. Et pour le coup, on a quand même, on assume notre côté médical du podcast. Et puis, de toute façon, on est dans notre podcast, donc on fait ce qu'on veut. Ouais, d'abord. Donc là, on va faire un petit peu, on va parler un peu des conséquences du jeûne et de l'arrêt de l'eau. Voilà, on va parler de tout ça. Puis ça fait jamais un peu de mal de faire un peu de physiologie, c'est cool. Ouais, c'est mon quotidien au boulot, pour le coup. Donc là, on va parler de... D'ailleurs, je salue les diététiciennes avec qui je travaille. Parce qu'on parle très 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 souvent de bouffe. Alors, de bouffe, oui, mais surtout de nutrition et d'hydratation des patients, parce que on a pour le coup beaucoup de patients en soins de support oncologique qui ont, du fait de leur pathologie, une difficulté d'accès à la nourriture et à l'eau.
Parfois, c'est des difficultés mécaniques, comme les patients qui ont des cancers ORL ou de l'estomac, ou voilà. Et puis des fois, c'est des difficultés plus fonctionnelles ou physiologiques, avec les gens qui vomissent, les gens qui sont très asthéniques. Donc c'est notre quotidien, littéralement. Donc bonjour à vous, mes Coucou collègues. les diététiciennes. Donc on va parler sur le côté alimentaire. Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne, ça consiste à limiter l'apport d'aliments solides. Selon les pays, les traditions culturelles ou religieuses, il existe plusieurs types de jeûne. En médecine ancienne, le jeûne est une médecine thérapeutique établie depuis Hippocrate. Beaucoup d'anciennes écoles de médecine européennes ont pu recommander les jeûnes pour traiter des maladies aiguës ou chroniques. Aujourd'hui, les populations modernes ont un rapport assez différent avec le jeûne, consistant en un long apport énergétique quotidien et des courtes périodes de jeûne aussi. Il y en a plusieurs sortes, des courtes durées, les jeûnes intermittents, les jeûnes prolongés, c'est-à-dire plus de 8 jours. Les effets métaboliques. Donc, ils sont à plusieurs niveaux. Déjà au niveau des graisses. Donc, la réserve de glycogène. Le glycogène, c'est quoi ? On va commencer par là. C'est en gros la réserve de glucose dans notre corps qui se stocke au niveau du foie et des muscles. Ouais. Ça s'épuise en 12-36 heures. Les corps basculent vers la combustion de graisse qui alors produisent des corps cétoniques. Donc en fait, c'est la combustion des graisses, ça donne des corps cétoniques. Et ces corps étant toxiques pour le sang et passent dans le cerveau. Le taux de cholestérol et de triglycérides diminue chez beaucoup de sujets aussi. Le jeûne entraîne donc une adaptation énergétique réelle, pas une disparition du besoin d'énergie. Le glucose. Les effets au niveau du glucose. Ça peut diminuer la glycémie, là on est sur le sucre, améliorer parfois la sensibilité à l'insuline, mais les effets varient selon le type de jeûne qu'on réalise, la durée, l'état initial, si la personne était en obésité, diabétique. Au niveau des protéines, quand le jeûne dure, le corps finit par utiliser aussi les protéines. Les protéines sont stockées dans les muscles pour produire du glucose. Les acides aminés, donc les acides aminés, ce sont des molécules qui forment les protéines quand elles sont associées entre elles. On en a environ une vingtaine dans notre corps. Donc ces acides aminés sanguins diminuent si on réduit l'alimentation. Donc à long terme, il y a une perte musculaire. Au niveau du système hormonal et neuro-endocrinien, le jeûne modifie les hormones du stress, qui sont le cortisol, l'adrénaline, la thyroïde, on a un ralentissement de ce métabolisme, les endorphines, la sérotonine, et le corps rentre dans un mode d'adaptation biologique et surtout pas dans un état spirituel comme le disent les respirianistes. Au niveau psychologique, les études montrent des résultats contradictoires, mais avec des effets négatifs possibles comme l'irritabilité, l'anxiété, la fatigue, baisse de l'humeur et bien d'autres. Et les effets positifs possibles, entre guillemets, un sentiment de maîtrise de soi, une fierté, clarté mentale, parfois amélioration de l'humeur aussi. Ces effets dépendent aussi de la culture, les religions, les croyances. Par exemple, les musulmans qui pratiquent le jeûne lors du ramadan, mais qui mangent le soir, bien sûr. Ça dépend de l'état mental initial, de la glycémie, du corps, enfin de chaque individu. Et puis de l'état, parce qu'il y a certaines personnes qui ont par exemple des troubles du comportement alimentaire, oui, et qui quand elles satisfont leurs troubles du comportement alimentaire, en particulier celles qui sont versées dans plutôt l'anorexie, en fait, comme elles satisfont leurs troubles, elles ont l'impression de faire les choses correctement, en fait. Mmh. Donc, il y a un bénéfice secondaire trouvé par ce biais-là aussi. Oui, tout à fait. Ça va s'ajouter aussi un lien entre glucose, donc sucre, et émotion. Le cerveau dépend fortement du glucose. Quand la glycémie baisse, la régulation émotionnelle devient plus difficile. On observe plus d'irritabilité, d'anxiété, de comportements impulsifs. Le jeûne agit donc aussi sur l'humeur par des mécanismes biologiques et pas mystiques.
On a aussi parfois le jeûne qui donne une sensation de bien-être, comme tu dis. Comme tu as dit juste avant, le jeûne peut provoquer une augmentation de la sérotonine, une augmentation des endorphines, augmentation de la plasticité cérébrale, l'activation des mécanismes de protection neuronale. Ces effets peuvent donner une impression de bien-être, de lucidité, d'euphorie légère. C'est des mécanismes de stress adaptatif et surtout pas quelque chose de cosmologique, de transcendance, etc. Donc, je vous ai fait du en gros quand même, c'est à peu près ce que je viens de vous décrire. Le jeûne n'abolit jamais le besoin biologique d'énergie matérielle, on va dire. Il ne fait que forcer le corps à utiliser ses réserves. Donc ça, c'était l'arrêt de l'alimentation. L'arrêt de l'eau, maintenant. Je vous ai fait une petite timeline pour bien comprendre exactement ce qui se passerait. De 0 à 12 heures, on arrête l'eau. De 0 à 12 heures, le corps va puiser dans l'eau qui est déjà contenue dans les aliments et les tissus. On va avoir une augmentation de la sensation de soif, des urines plus foncées et moins fréquentes. C'est pas encore dangereux, mais la déshydratation commence. De 12 à 24 heures, on a une diminution du volume sanguin, un début du déséquilibre électrolytique, une fatigue, bouche sèche, maux de tête possible, baisse de la capacité de concentration. Là, le cerveau commence à être affecté. 24-48 heures, on a une déshydratation modérée à sévère, une tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat plus vite, une hypotension possible, très peu d'urine, une confusion, une irritabilité, des vertiges. Là, les reins commencent à souffrir. 48 à 72 heures, on a une déshydratation sévère, un risque d'insuffisance rénale aiguë, une hypernatrémie, donc le sang trop concentré en sel, des troubles neurologiques, confusion, hallucinations, troubles de la conscience et des crampes musculaires. Là, on commence à avoir un pronostic vital qui peut être engagé. 3 à 5 jours, défaillance multiorganique possible, choc hypovolémique avec un manque de volume sanguin, un arrêt de la diurèse ou des urines si vous préférez, et un coma possible. La mort devient probable sans réhydratation. Attention pour les cas particuliers. Là, je vous ai parlé chez une personne qui est saine, comme pour l'arrêt de l'alimentation. Voilà. Chez les personnes malades ou les personnes âgées, le décès est possible en 2 à 3 jours. En soins palliatifs, pour les personnes qui sont alitées, très peu actifs, ça peut être parfois plusieurs jours à une semaine, rarement plus. Tu valides ? Ouais. On voit ça, par exemple, quand on fait des sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès, où il n'y a strictement plus aucune alimentation et hydratation, et que parfois les gens, effectivement, décèdent en 9-10 jours. Ça arrive. On ne meurt donc pas du manque d'eau directement, mais d'un sang trop concentré, de reins qui ne filtrent plus, du cerveau qui ne régule plus correctement tout, que ce soit au niveau physiologique et psychologique, une chute de la pression artérielle et des troubles cardiaques. Une perte de 15 à 25% de l'eau corporelle est généralement incompatible avec la vie. On a fini pour le côté un peu plus, on va dire scolaire. Médical, ouais. Voilà, médical. On va revenir sur... Pas rentrer trop dans les détails, hein, ça va. En particulier sur le... Parce que ça peut être vite rébarbatif après, mais c'est important quand même de signaler ce qui peut être fait. Ça peut être assez loin sur les conséquences et sur tout ça. Bon, oui, parce qu'il y a les conséquences hormonales, il y a tout un tas de choses qui rentrent, qui partent en cacahuète. On va revenir donc sur nos chers gourous, qui sont, comme je vous l'ai déjà dit, presque, sauf les morts, actifs pour la plupart. On va venir un petit peu en France, je vais vous parler des Français, avant de parler de la dernière, donc de Jasmine, qui était pour moi la plus importante d'entre tous. Donc on va parler du premier. Henri Montfort est l'une des figures françaises du pranisme. Il se présente comme un ancien professionnel de santé reconverti dans l'enseignement d'une alimentation énergétique, fondée sur le prana, plutôt que sur la nourriture.
Il animait, puisqu'il est mort, des stages et des conférences, affirmant qu'il est possible de vivre sans manger au sens classique. Comme pour les autres figures du respirianisme, ces déclarations reposent sur des témoignages et non sur des données scientifiques indépendantes. On a un deuxième qui est, lui, très actif encore, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Donc Gabriel Lecroix, qui est né en 1967 à Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Là-haut. Pas très loin de là où on était. Dans le pays haut. Dans le pays haut. Tu vas nous refaire sortir tes petits... Non, mais c'est... non, là-bas, c'est pas... Non, mais je dis ça parce que tu viens de là-bas, que tu me fais souvent des quand on parle un peu de Lorraine. Oui, mais moi, je suis mosellan, je suis pas... Je te parle de Lorraine. Ouais, la Moselle, ça fait partie de la Lorraine. Hein. C'est pas l'Alsace-Moselle. Totalement la même chose. Bon, bref. Donc, c'est une des figures françaises du respirianisme. Il est ancien infirmier diplômé d'État. Alors, c'est ça qui fait un peu mal. Reconverti en coach de gestion du stress, thérapeute et formateur. Il dirige depuis 2003 une structure de développement personnel et, selon ses propres déclarations, expérimente ce qu'on appelle la nourriture pranique depuis juillet 2012. Ah oui, je vois qu'en plus, il donne des conférences, fait des formations, il a un livre aussi, tout ça. Donc sa nourriture pranique, il la présente comme une déconnexion progressive de l'alimentation solide vers une forme d'alimentation vibratoire. Mmh. Ces affirmations sont issues de ses propres publications et de la communication de sa communauté qui ne sont pas du tout corroborées par des sources scientifiques indépendantes. Et j'ai vu un petit reportage, entre guillemets, sur lui. C'était assez rigolo parce que c'était tellement gros, parce qu'il disait « Ah oui, je n'ai pas mangé depuis juillet 2012. Je suis un grand sportif, je fais du sport tous les jours, je cours, machin et tout. » J'étais là, bah oui, gars, c'est impossible que tu manges pas, quoi. Ah ouais. Et ce qui me fait... À 3000 calories en besoin journalier. C'est ça. Donc, voilà. Donc lui, c'est une des figures importantes. Par contre, pour Henri Montfort, je me souviens plus si... J'ai pas dit une connerie qu'il était mort. Je me souviens plus parce que j'ai vu un endroit où il était mort et l'autre où il n'était pas mort. Donc, je suis pas sûre de l'information. Donc, le respirianisme en France, qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on voit ailleurs dans le monde, il est présenté en premier lieu comme un endroit dédié au développement personnel et de déploiement spirituel grâce à des formations professionnelles, des accompagnements individualisés et de retraite en pause alimentaire pranique. Du coup, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a énormément de choses dans le développement personnel, de formation, etc., qui sont purement déviantes. Et simplement déviantes. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur leur site internet ? Je trouvais ça assez loufoque, donc c'est pour ça qu'il fallait que je vous le dise, parce que ça ressemble à peu près à tout ce qu'on retrouve partout dans le monde entier. Hein. C'est à peu près pareil. Donc, il est dit que le prana est un terme sanskrit, langue multimillénaire encore parlée en Inde, voulant dire énergie universelle de vie. Là, je vous retranscris texto ce que j'ai trouvé. Hein. Cette énergie est contenue dans tous les êtres vivants et alimente nos méridiens. Il est dit que sans cette énergie, la vie ne serait pas possible. Aussi, la médecine chinoise stipule que des douleurs peuvent être l'expression de l'énergie freinée ou bloquée dans le corps. Alors là aussi, tiens, ça me fait penser, on fera sans doute un épisode sur la médecine chinoise qui est probablement une des plus grandes fraude fraude intellectuelle qui existe à l'heure actuelle, puisque c'est un concept qui a été, qui est hyper dévoyé et qui n'a à peu près pas de base aussi millénaire qu'elle ne paraît. Ah. Ouais, je ferai un épisode sur la médecine chinoise. D'accord. Donc il continue en disant que cette énergie universelle est connue sur tous les continents et depuis l'Antiquité. Elle est aussi appelée pneuma chez les Grecs, Wakanda chez les Amérindiens, Rua chez les Juifs, lumière pour les chrétiens, Ki pour les Chinois, etc., etc. Cette particule de lumière, le prana appelé biophoton par le professeur Albert Popp, constitue 3 vocations possibles dans la vie de chacun. La nourriture en conscience, avec un lien juste après pour retraite en processus pranique, le déploiement spirituel, avec un lien pour le livre Yoga Prana et réalisation de soi, et les soins énergétiques, avec
le lien pour formation soins énergétiques. Donc à chaque fois, tu as ton lien pour aller acheter ce que tu veux acheter. Donc ici, on a plusieurs éléments. Déjà, ils expliquent que c'est un vieux terme qui a plusieurs millénaires. Donc, tu vois, c'est quelque chose de vrai, quoi. C'est une énergie que tout le monde a en soi, qui était déjà connue à l'Antiquité et utilisée, attention, par une des plus vieilles médecines au monde, la médecine chinoise. Ouais. Portant des noms différents dans plusieurs civilisations, puisqu'on a les Amérindiens, les Chinois, qu'est-ce qu'on a, les Juifs, les catholiques, etc. Et on a enfin la petite touche scientifique avec le biophoton du professeur Fritz qui existe. Lui, il existe, hein, et qui est un chercheur allemand en biophysique. Bah oui. Donc, pour lui, le biophoton, c'est l'émission spontanée de lumière d'intensité ultra faible émanant de tous les systèmes vivants. Sauf que ça n'a rien à voir avec le prana ou la lumière cosmologique, etc. On émet de l'infrarouge, on émet... Mais voilà, c'est ça. Donc j'ai cherché dans tout Internet et j'ai trouvé aucune mention que le professeur Fritz aurait mentionné le prana et les biophotons ensemble. Il a même jamais mentionné le prana et je pense même pas qu'il connaissait. Donc ils ont fait leur propre déduction tout seuls, sans recherche scientifique. Le cherry picking. Comment ? C'est le cherry picking. Tu prends La réutilisation, oui. Tu prends un tout petit point qui te plaît et tu le réutilises en le faisant monter en mayonnaise. Donc pour ce qui est des termes utilisés arrivant des civilisations anciennes, les mots veulent dire en général souffle ou esprit, associés à la vie comme pneuma en grec ou ruach en hébreu, et ki en Chine. Mais les équivalences directes de type c'est la même énergie partout sont souvent des rapprochements modernes. Par exemple, on a Wakonda des Amérindiens qui renvoie à une puissance sacrée propre à certains peuples, à la lumière entre guillemets chrétienne, qui est surtout une métaphore théologique, et d'ailleurs la lumière, ça serait plutôt le Saint-Esprit, plus que la lumière. Et c'est pas du tout un concept énergétique comparable au prana qui donnerait à manger, quoi. Donc là, on a quand même une belle introduction, puisque c'est la première page, qui mêle vieille médecine millénaire, des civilisations antiques, de la science, pour faire penser aux gens que ce prana, c'est quelque chose qui a toujours été là et qui est scientifique et donc ça peut embrouiller les esprits, quoi. Bah oui. Mais ça c'est assez classique. Alors pour le coup, moi je peux avoir un avis éclairé sur le côté, j'utilise des termes scientifiques, pseudo-scientifiques, détournement de phénomènes physiologiques, plus ou moins invention de trucs pour soi-disant créer des chaînons manquants dans les théories. Mais je note qu'il y a aussi pour le côté spirituel et cultuel, bon là je suis pas expert pour le coup, pareil, l'invocation d'un certain nombre de choses, on prend des trucs chez les uns, chez les autres, et puis on utilise un petit peu des briques pour fabriquer autre chose. Mais ça relève du même mécanisme de fraude intellectuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on fabrique une idée à partir de concepts qui existent par ailleurs, hein, voilà, parfois, auxquels on rajoute des surcouches. Et c'est compliqué pour la personne qui n'y connaît rien et qui arrive là-dedans de faire la différence, entre ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui est allégué, ce qui relève d'une théorie puis ça actuelle. a l'air scientifique en plus, donc voilà. Si c'est scientifique, c'est que c'est bon, quoi. Et puis il y a peut-être ce qui relève d'une théorie actuelle validée ou d'une théorie ancienne qui a été invalidée. Ou qui a été dépassé par une autre théorie, parce que c'est le principe de la science, c'est que la théorie est valable jusqu'à ce qu'elle soit démontée par quelque chose de plus, une théorie plus pertinente, ou par une preuve du contraire. Et donc c'est compliqué, oui, pour la personne lambda qui arrive là-dedans et qui se fait exposer tout ça de façon très péremptoire, de savoir exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, un bon indicateur du fait qu'il faut se méfier de ce genre de choses, ça c'est un point qu'on dit et qu'on répétera aussi longtemps qu'il le faudra, c'est à partir du moment où, parce que tout à l'heure tu t'en moquais gentiment, mais à partir du moment où il y a des liens pour aller acheter des formations, acheter des bouquins, acheter des trucs,
après ce genre de théorie, c'est déjà un bon signe pour dire Oui. que il y a pas forcément... Anguille sous roche. ouais, il y a un peu anguille sous roche et qu'il faut au minimum creuser, prendre du recul et pas Tout à fait. foncer la tête baissée là-dedans. Ouais. Surtout que c'est des gens généralement qui parlent bien, qui sont Ah oui, charismatiques, tout à qui fait. présentent bien et donc qui peuvent donner des gages comme... Tout à fait. Juste, je reprends sur ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était la page principale. C'était pas la page principale dont je vous ai parlé. C'est de l'énergie du prana. Il y a une section spéciale prana. Sur la page principale, par contre, de ce site, il y a écrit que ce site n'a qu'une vocation informative et en aucun cas incitative ou persuasive. La nourriture pranique ne constitue en aucun cas un mode thérapeutique quelconque. Pour tout problème de santé suspecté ou avéré, mineur ou majeur, troubles fonctionnels liés au stress, maladies physiques ou psychologiques, consultez systématiquement votre médecin traitant, seul référent à la matière. Donc voilà, il se dédouane. Oui, et puis Mais au moins c'est écrit. voilà, il se couvre C'est pour écrit sur la éviter page principale. d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine ou... Surtout que c'est un ancien infirmier. Donc voilà. Ok. Donc dans le discours français du respirianisme, la nourriture pranique est présentée comme différente du jeûne. Ça n'a rien à voir. Le jeûne est décrit comme une pratique temporaire, limitée dans le temps, qui utiliserait les réserves du corps et finirait par provoquer fatigue et épuisement. A l'inverse, la nourriture pranique est présentée comme une hygiène de vie globale fondée sur l'absorption d'une énergie vitale appelée le prana, censée maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit sans passer par l'alimentation solide. Cette pratique est décrite comme un moyen de se libérer des conditionnements liés à la nourriture, de vivre plus léger entre guillemets, et d'harmoniser les dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles, avec évidemment une mise en avant des témoignages pour illustrer un gain de vitalité et de bien-être. Et des témoignages vidéo, etc. Le jeûne et le pranisme sont aussi présentés comme deux démarches radicalement différentes, le pranisme étant défini comme une nutrition énergétique et non comme une privation. Donc, il est écrit, il ne faut pas confondre nourriture pranique et jeûne qui sont très différents. Le jeûne ne peut s'expérimenter que dans une période limitée dans le temps, car nous vivons sur nos réserves qui s'amenuisent de jour en jour. Malgré tous les bénéfices du jeûne essentiellement liés à la détoxination, un jeûne trop long provoque fatigue et épuisement, nécessitant la reprise de la nourriture solide. Voilà ce qu'ils disent. Et donc ça me fait penser, là aussi c'est pareil, c'est un message de santé publique et de santé tout court qu'on peut faire passer. Il faut se méfier aussi de ce genre de message parce que là concrètement, derrière il peut y avoir une mise en jeu de la culpabilisation des gens. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te loupes, à supposer que tu te lances là-dedans, tu te loupes et en fait le gourou il va te dire c'est pas de ma faute, c'est pas la faute à ma méthode, c'est pas la faute à ma théorie, mais c'est ta faute à toi parce qu'en fait t'as pas été dans le bon état d'esprit et que t'as pas été sur de la nourriture pranique mais sur un jeûne et forcément ton corps lui il a jeûné, il s'est pas nourri machin. Et donc c'est pas ma faute, c'est ta faute à toi parce que t'as pas été consciencieux et ça. Et cette culpabilisation-là, cette mise en jeu de cette ressource-là, c'est quelque chose là aussi d'extrêmement courant, toxique et qui a vocation à modifier la charge la charge de la responsabilité du vrai responsable vers la victime. Et c'est quelque chose qui, moi je l'ai vu trop souvent dans mon exercice, quelque chose qui amène les gens à se sentir coupables et donc à ne pas poursuivre, les vrais auteurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a assez peu de plaintes des gens qui sont victimes. Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils se sentent coupables et parce qu'on les entretient dans cet état d'esprit-là. Donc ça, c'est un message important, je pense, à avoir, c'est que quand on commence à avoir des choses comme ça en disant oui, mais attention, il y a tel truc, mais qui peut s'apparenter, mais qui n'est pas exactement pareil, et bien là, clairement, c'est vraiment la porte ouverte à
Si tu fais pas, mais en fait, tu t'es juste trompé de méthode, en fait, et t'as pas fait ce que je te demandais. Bah, c'est ça. Voilà. T'as Et pas donc, suivi ce que je t'ai dit. faites gaffe à la culpabilisation aussi et à la charge contre les victimes parce que finalement, c'est toujours elles qui souffrent le plus. Ouais. Voilà, alors je pourrais vous en dire encore plein. Il y a plein de... Ça suivait que la nourriture panique, c'est différent, que la nourriture... que le jeûne, etc. et tout. Ça continue assez longtemps. Il y a plusieurs pages, plusieurs propositions de formation, plusieurs, on va dire, mentors qui peuvent vous suivre et vous donner des conseils contre de l'argent. Mais je ne vais pas tout vous donner. C'est pareil, en aucun cas, sur aucun des personnes, vous l'avez vu juste avant, je vous ai donné la technique pour pouvoir faire le jeûne. Parce qu'ils ont un déroulé pour pouvoir faire ça. Donc je ne suis pas là pour vous donner... Comme on vous l'a dit dans l'introduction, on n'est pas là pour donner des recettes de cuisine. Bah là, en l'occurrence. Ouais, Non. voilà. Ça me rappelle ce film, c'est dans Le Diable s'habille en Prada. Il y a Émilie, un des personnages, qui arrive avec l'autre personnage principal, je me souviens plus comment elle s'appelle. Alors Elles là, arrivent sur le tapis. Je pourrais pas t'aider. C'est Oui, pas oui. tant. Elle arrive sur le tapis rouge et elle est extrêmement maigre. Et donc le personnage principal lui dit oh, mon Dieu, Émilie, qu'est-ce que t'es maigre. Elle fait oh, merci, j'ai arrêté. Elle lui dit mais comment t'as fait. Elle dit bah, j'ai tout simplement arrêté de manger. Quand ça va pas, je mange un morceau de fromage. Quand je sens que je vais partir dans les pommes. Donc voilà. Moi, quand j'ai écrit ce truc, j'ai pensé à ça. Voilà pour la partie française. Il y en a plein d'autres, mais je peux pas tous les donner, donc à un moment donné, voilà. Et enfin, on va parler de la dernière, donc Jasmine, ou Hélène Grève, de son nom de pas gourou, normal. Donc Jasmine. Il y a assez peu de biographies sur Hélène Grève ou Jasmine avant son apparition dans le milieu respirianiste. Les quelques infos que j'ai trouvées proviennent de sites tournés vers le New Age et l'ésotérisme. Donc bon, voilà. C'est de l'auto. Voilà. Enfin, c'est probablement des choses qu'elle a données elle-même. Après, c'est pas grand-chose ce qui est donné, donc je pense pas que ça soit... Enfin, il y a juste sa date de naissance. Elle serait née en 1957 en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, de parents migrants qui sont norvégiens. Donc une migration d'après-guerre. Et elle s'est mariée et elle a eu 2 enfants. Voilà. Bon, ça, c'est... Il n'y a pas de raison de mentir sur ce genre de truc. Enfin, je pense pas. Jasmine aurait acquis des compétences en gestion financière et commerciale en travaillant à temps plein dans le secteur financier en Australie. En 92, elle a commencé à combiner son expérience en affaires et en finance avec la méditation, en vendant des accès à des ateliers et des séminaires sur le sujet et, par acte unilatéral, a changé son nom en Jasmine. Elle a commencé d'abord par apparaître dans les milieux New Age, comme beaucoup de gourous du respirianisme qui y sont associés. Je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout parlé de New Age avant. Donc, s'il y en a qui ne connaîtraient pas, donc le New Age n'est pas stricto sensu un mouvement religieux, mais il est parfois englobé dans les mouvements religieux. C'est un courant spirituel occidental apparu à la fin des années 1960, fondé sur l'espérance en des temps nouveaux, se caractérisant par la diversité et ce, tant au niveau de pratiques, de référents religieux, de l'ésotérisme que de pratiques thérapeutiques. Donc ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur le site Géoconfluence, qui est français. Donc, elle a évolué dans ce milieu et a choisi le respirianisme, j'imagine, pour en faire un véritable business qu'elle débute en 1993. Pour elle, ces mantras, qui sont à peu près équivalents à tous ceux que je vous ai déjà nommés, bien sûr, c'est que le corps n'a pas besoin de nourriture matérielle, le principe central étant que la nourriture serait une illusion ou une habitude culturelle, donc comme avait dit Wiley Brooks. Et le corps pourrait être nourri que par le prana, la lumière, l'air. Donc ça, on retrouve dans ses bouquins. Je vous en reparlerai après. Donc, pour elle, la faim est redéfinie comme une construction mentale et pas comme un signal physiologique. Deuxième chose, si ça ne marche pas, c'est que la personne n'est pas prête. On revient un peu sur ce que tu as dit. C'est ce que je disais sur la culpabilisation des gens. Donc, pour elle, seuls certains individus
pur, entre guillemets, ou évolué pourrait réussir. Elle affirme régulièrement que les échecs viennent d'un mauvais alignement de peur ou d'un niveau vibratoire insuffisant. Bah oui, forcément. C'est pas de sa faute, c'est la faute aux gens qui savent pas faire. Mécanisme sectaire classique, la culpabilisation de l'échec individuel. Troisième élément, les conditions extérieures expliquent les échecs. On a un principe d'infaillibilité. La méthode ne peut jamais être mise en cause. La croyance devient infalsifiable. En quatrième élément, la souffrance est un signe de purification. On a un renversement de la douleur. La fatigue, les malaises, les faiblesses sont présentés comme des signes de transition. Ça, on trouve ça dans les religions en particulier. Il y a beaucoup de ça dans le catholicisme. Tout à fait. C'est quelque chose, c'est un élément cultuel qui est. En gros, les souffrances ne sont plus quelque chose d'anormal, mais c'est un progrès spirituel, quoi. Ça empêche l'arrêt avant le danger vital. En cinquième élément, on a une intelligence universelle qui guide le processus. C'est un principe d'autorité cosmique. Le processus ne relèverait pas d'une opinion, mais des lois de l'univers. Jasmine invoque une guidance supérieure, une intelligence cosmique, un plan évolutif pour l'humanité. Là, on remplace le raisonnement critique par une autorité sacrée. Et enfin, les témoignages valent preuve, comme on a pu le voir sur les deux autres précédents aussi. Là, on a un principe testimonial. La validation passe par des récits personnels, pas par des données. C'était à peu près ces mantras. C'est pas vraiment décrit comme ça, mais après, en gros, c'est ça. C'est un mécanisme très très classique, effectivement, de ce genre de... Mais ça ressemble quand même vachement à ce que je vous ai décrit déjà avant. Ça ressemble vachement à une secte, en fait. Oui, mais c'en est pas une. Officiellement, en tout cas, légalement, c'en est pas une. Alors, Jasmine propose la technique des 21 jours pour pouvoir réussir à se nourrir que d'air. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, je ne la décrirai pas parce qu'on n'est pas là pour donner des petits tips pour faire n'importe quoi avec notre corps, quand même. À partir de 93, elle va proposer des séminaires, des formations, des stages, comme tous les autres gourous dont je vous ai parlé avant, afin d'arriver, comme elle, à ne plus se nourrir que d'air et de soleil. J'ai l'impression de me répéter depuis le début, c'est incroyable. Trois fois, c'est la même chose. Tout en payant, bien évidemment. J'ai pu voir des tarifs allant jusqu'à $500 quand même, et une multitude de choix allant avec. Je peux te dire que tu peux faire des mixtes et des mélanges de formations sur ce qu'elle propose, c'est assez incroyable. Alors, ton corps n'a pas besoin de calories, mais ton corps a besoin de fric, quand même. Son corps, surtout. Elle ouvre aussi des organisations internationales et des programmes sous couvert de paix, bien sûr, dont elle se sert pour revendre ses enseignements, parce qu'à chaque fois, il y a des liens pour pouvoir vendre ses enseignements. Elle écrit quand même, en tout cas, j'ai trouvé 5 livres qui sont vendus entre 10 et $25 à l'unité, toujours vendus aujourd'hui. Et elle va aussi faire, et continue toujours de faire le tour du monde auprès des communautés respirianistes pour des conférences, etc. Donc c'est une invitée exceptionnelle. Elle est venue en France, par exemple, en Ardèche. Ou alors elle va en Grande-Bretagne. Il y avait eu pas mal de... ce qui s'occupe ici... en France, on a le l'UNADFI, qui s'occupe un petit peu de surveiller tout ça. Qui avait mis de la surveillance quand elle est venue en Ardèche. Alors, il n'est pas dit si elle a été payée si elle est payée à chaque fois qu'elle doit venir, mais c'est supposé quand même. Donc, il est quand même établi qu'elle a tiré quand même des gros revenus substantiels de ses livres, de ses séminaires, de ses conférences, de ses formations, et j'en passe, et des meilleurs. Mais on n'a aucun chiffre officiel, public, vérifiable sur ses revenus cumulés. Il n'y a pas de bilan ou de chiffres précis publiés par elle ou par une institution indépendante. La plupart des estimations viennent d'analyses critiques plutôt que de données fiscales directes. Mais on se doute quand même qu'elle n'est pas très pauvre. Lors d'un entretien en 1997 auprès du média Australian Broadcasting Corporation, ou ABC, elle va parler de son alimentation. En général, alors elle dit, en général, pas grand-chose. Peut-être quelques tasses de thé ou un verre d'eau. Mais de temps en temps, si je m'ennuie un peu et que j'ai envie de saveur, je prends une bouchée de ce qui me fait envie. Ça peut être un morceau de chocolat, une bouchée de cheesecake ou quelque chose comme ça. Donc là, elle se prend pas mal de gens qui sont
elle reste humaine, enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Sauf qu'en 1999, alors un petit problème, ça va tourner un peu en sa défaveur pour un certain temps. Selon elle, à ce moment-là, ça fait déjà 5 ans qu'elle se nourrit de nourriture pranique. Là, l'émission australienne s'intéresse un petit peu à elle. L'émission australienne 60 minutes, pardon. Ah oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Lui propose un défi. Vivre sans manger ni boire, mais en étant filmé 24 heures sur 24 et suivi partout par quelqu'un. Par une autre femme, mais même dans les shots, quoi, partout. C'est le love story. Ouais, exactement. Les téléréalités des années 2000. C'est ça. Donc, dans un petit appartement à Brisbane. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle était, mais bon, dans un appartement en plein centre-ville, voilà. Ça, c'est important. Au bout de 48 heures, le docteur Wank, le médecin de l'émission, qui la suit, constate déjà les premiers signes de déshydratation, de stress et d'hypertension. Alors, si vous avez suivi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est logique. Pas folle la guêpe, elle affirme que ce n'est pas à cause de son jeûne, mais à cause de la pollution de l'air et de l'environnement de stress qu'elle ne peut pas absorber son prana, sa lumière. Oui. L'émission, encore moins folle, l'a transférée dans un refuge de montagne, loin de toute pollution, où on peut l'y voir sur le balcon en train de respirer pleinement l'air pur, malgré les avis sceptiques de l'équipe médicale quand même, qui avait déjà dit que ça serait peut-être bien d'arrêter. Et ils ont dit non, on continue, et elle avait dit non, on continue. Je pourrais y arriver quand je serai dans un environnement sain. Donc, elle peut continuer son jeûne sans eau ni nourriture. Vous vous doutez bien de la suite. En effet, au fur et à mesure du tournage, tout le monde remarque que son élocution se ralentit, ses pupilles se dilatent, et elle perd quand même 6 kilos. En 4 jours, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui est soi-disant habitué à ne pas manger. Donc, elle admet bien, au 4e jour, elle admet bien avoir maigri, mais qu'elle se sent bien malgré tout dans son pranisme. Que ça va, ça se passe bien. Cependant, les médecins décident d'arrêter l'expérience dû à un risque de défaillance rénale plus qu'important et donc un risque vital. Le médecin va lui dire en face-to-face, « Vous êtes maintenant déshydraté probablement à plus de 10%. Votre pouls est presque le double de ce qu'il était au départ. Si vous continuez, c'est une insuffisance rénale. » Ce qui serait dommage. Dans les jours qui suivent, l'émission est arrêtée. Ça, je ne vous l'ai pas dit, du coup. Donc, on arrête l'émission. Et dans les jours qui suivent, l'émission est diffusée et on y voit tout le déroulé de ce qui s'est passé, les justifications spirituelles qu'elle a eues et la demande de l'arrêt de l'émission. Elle est encore en ligne, l'émission ? Enfin, on peut la voir sur YouTube ou tout ça ? Non, je ne l'ai pas trouvée. Alors, j'ai peut-être mal cherché. Après, je ne suis pas une pro du truc. Après la diffusion de l'émission, Jasmine explique son échec à cause de facteurs externes. Bien évidemment, ce n'est pas sa faute. Pollution de l'air, stress médiatique, environnement non favorable. Elle ne renonce pas à ses affirmations et maintient quand même que dans de bonnes conditions, la pratique fonctionnerait. Ouais. Malgré tout, son image est quand même sérieusement écornée dans les médias australiens et internationaux, d'autant plus que quelques semaines plus tard, lors d'une visite de la journaliste Katie Marks, celle qui a fait l'article de l'introduction, du journal The Independent, dans sa grande villa située dans le quartier huppé de Chapel Hill à Brisbane. Son frigo est quand même rempli à ras-bord de nourriture, qui bien évidemment ne lui appartient pas, elle n'y touche pas, c'est à son mari. Bah oui. Voilà. Il n'est pas très spirituel, son mari. Non, pas très, il n'aide pas beaucoup, je trouve. Tout ça. Elle est aussi régulièrement citée comme exemple de pseudo-sciences dangereuses. Les articles de presse adoptent un ton beaucoup plus critique, voire alarmiste, en son encontre. Il y a apparemment, par contre, il ne semble pas y avoir de départ massif de ces adeptes, ou alors pas. Enfin, il n'y en a pas qui se sont revendiqués, je le faisais, je le fais plus. Parce que classiquement, là aussi, c'est pareil. Mais il y a la culpabilité d'avoir suivi une personne comme ça. Non, puis quand la tu honte. Entres dans ce genre de cercle, t'es pas forcément immédiatement et facilement accessible à une rationalité, parce que en fait, cette rationalité, c'est ce que tu cherches à fuir, ou c'est ce que tu as cherché à fuir. Donc, tout d'un coup, te dire que que ce que tu considérais comme la vérité n'est pas la vérité, mais que ce que tu cherchais à fuir, que tu considérais comme un mensonge ou pas la vérité, est la vérité, c'est hyper compliqué de revenir en arrière. Donc, c'est commun d'avoir des gens qui poursuivent dans cet état d'esprit-là. Ouais.
Donc, il n'y a pas eu de tollé à son départ, quoi. Au niveau financier, c'est pareil. Il n'y a pas eu de plainte unique ou collective contre elle directement pour escroquerie, ou en tout cas, ça n'a pas été connu. On a des documents analytiques de lutte contre les dérives sectaires qui mentionnent des méthodes comme celle de Jasmine dans un contexte de pratique à risque, vente de produits, formation, massage intellectuel, etc. Mais il n'y a pas de documents qui concernant un procès spécifique à elle, mais qui l'identifie à chaque fois, qui identifie le type de pratique comme un risque potentiel de dérive sectaire dans le domaine de la santé ou du bien-être. Ce qui implique parfois des poursuites pour escroquerie ou non-assistance à personne à danger si des conséquences mortelles survenaient. Mais elle, il n'y a pas de procès à son encontre, quoi. En tout cas au niveau financier. Dans la suite, dans les années 2000, Jasmine va recevoir le prix Ben Spoon, décerné par l'association Australian Skeptics, décerné à l'auteur de la plus absurde élucubration paranormale ou pseudo-scientifique. Elle gagne également le prix IG Nobel de la littérature en 2000 pour son livre Pranic Nourishment Living on Light, qui explique que même si certaines personnes mangent, elles n'en ont pas réellement besoin. Pour ceux qui ne savent pas, le prix IG Nobel, c'est un prix satirique délivré chaque année depuis 1991 pour promouvoir la sensibilisation du public de la recherche scientifique. Ouais, c'est assez connu, je pense. Enfin, c'est un peu, c'est une sorte d'anti-prix Nobel pour des trucs un peu bizarres. Ouais. Après l'émission, les retombées médiatiques ainsi que les prix qu'elle a reçus au niveau international, ça fait que elle a été la presse nationale et internationale, et les institutions scientifiques publiques de chaque État ont commencé un petit peu à parler de ces dérives sectaires et à s'intéresser à ça un petit peu pour, on va dire, le répertorier. On va parler un petit peu des décès. Je vous ai parlé qu'il y avait des décès qu'elle a fait, mais qui lui sont attribués à cause de ses pratiques à elle, on va dire, aux pratiques liées au respirianisme. Donc le tout premier décès, répertorié à son encontre en tout cas, c'est 1997, Timo Degen, en Allemagne, à Munich, qui aurait eu une mort après une tentative de vivre de lumière sans apport, entre guillemets. Comment ça a été relié à Jasmine ? En fait, la presse britannique par The Guardian, en 1999, a présenté son décès comme lié à la mouvance respirienne, dont Jasmine est une figure majeure. J'ai pas trouvé de procédure judiciaire majeure visant Jasmine à propos de ce cas, mais c'est lié à elle. À l'été 1999... En fait, c'est des adultes majeurs et capables, donc pleinement responsables de leur acte, qui décident de faire un truc en s'inspirant de quelqu'un. C'est vrai qu'en droit, c'est compliqué de dire, surtout si elle n'était pas sous emprise directe ou... c'est ça. Oui, puis c'était pas un adepte juste en dessous d'elle, de Jasmine. Donc, en 98 ou 99, j'ai vu plusieurs dates, ces deux dates-là qui étaient mentionnées, mais j'ai pas trouvé la vraie date. Donc bon, on a Lannis Morris, en Australie, à Melbourne, plus précisément, qui rapporte donc un décès lors d'une tentative de suivre le régime respirien, avec le fameux livre 21 Day Process. Comment ça a été relié à Jasmine ? Plusieurs sources décrivent que Maurice suivait une pratique inspirée par Jasmine avec son livre Living on Light. Et par contre, il y a eu une des conséquences pénales, contre Jasmine. Alors non, il y a eu des conséquences pénales, mais pas contre Jasmine. On a Jim Vadim Pesnak et Eugenia Pesnak aussi, qui sont mariés, qui sont des respirianistes, qui l'accompagnaient et qui ont été, eux, condamnés à homicide involontaire pour leur non-prise en charge de cette personne, assistance en danger, tout à fait, parce qu'ils n'ont pas appelé les secours, ils ont pris du retard, etc. Mais eux, c'était des disciples de Jasmine. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, la justice a visé les encadrants directs, mais pas l'autrice. Ouais.
Ensuite, en septembre 99, on a Verity Lynn, en Écosse, qui est retrouvée morte d'hypothermie, de déshydratation, alors dans ou près d'une tente. Enfin, en tout cas, elle était en camping. Avec un bouquin de Jasmine, le 21 Day, dans ses mains. Donc The Guardian indique qu'un exemplaire de Living on Light était parmi ses affaires et que son journal intime suggérait qu'elle suivait le programme d'initiation 21 jours. Au niveau de la justice, on parle surtout d'une détermination médico-légale plutôt que d'un procès contre Jasmine. Et enfin, la dernière personne dont je vais parler, c'est 2010 ou 2012, je crois que c'est plus 2012, c'est une femme en Suisse. En tout cas, le décès a été annoncé en 2012. Ce qui a rapporté, c'est un décès après un arrêt de nourriture et d'eau dans une démarche spirituelle, Sunlight Diet. Là, on a des sources qui divergent, mais apparemment, il y aurait eu l'influence de Jasmine, mais aussi l'influence d'un film qui est sorti, dont je ne vous parlerai pas parce qu'il a l'air vraiment chelou, qui parle d'inédit. Et il y a d'autres articles qui mentionnent qu'il y a eu des décès de ce qu'elle avait les livres de Jasmine aussi avec elle. Mais c'est moins vérifiable, donc voilà, je vous ai donné les deux versions que j'ai trouvées. Sur la page Wikipédia, du commentaires de cette histoire, on rapporte qu'un procureur aurait écrit qu'on ne pouvait pas rendre un tiers responsable, donc pas de causalité juridique retenue, ni pour Jasmine, ni pour celui qui a fait le film. Il y a eu quelques autres décès quand même dans la foulée, enfin pas dans la foulée, mais dans les années qui suivent, jusqu'en 2019 ou 2020, il me semble, mais je ne pouvais pas tous les dire, donc je me suis arrêtée là. Jasmine va commenter ces décès-là en 2010 lors d'une interview. Voilà ce qu'elle va en dire. 7 personnes sur 10 qui ont lu mon livre ont ignoré ce que je leur ai dit de faire. C'est ainsi que nous avons eu 3 situations avec des gens qui ont fait quelque chose de totalement différent de ce que nous proposions dans le livre. Oui. Typiquement, c'est ce que je disais. Et à cause de leur choix, ils ont eu des problèmes et sont morts. La faute des victimes. Exactement. Peut-être que s'ils avaient suivi ce que je leur disais de faire dans le livre, ça ne serait pas arrivé. Ouais, voilà, c'est l'illustration vraiment typique, caricaturale de la culpabilisation des victimes par le gourou lui-même. Tout à fait. Dans les années 2000, Jasmine va se repositionner dans son discours. Elle va poursuivre ses activités, conférences, livres, retraites, etc. Mais elle va modifier un peu sa rhétorique. Elle parle davantage de pratiques spirituelles et de choix personnels, insistant sur le fait que tout le monde n'est pas prêt et continue de vendre des contenus, livres, audio, événements. C'est toujours vendable aujourd'hui, pour les mêmes tarifs que... Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue avec Alex du podcast Cactus Theory il n'y a pas très très longtemps sur... Est-ce que quand alors on parlait de tueurs en série, de tueurs, quand ils sortent des livres, est-ce que c'est licite de les acheter ou pas pour voir un petit peu le contenu, pour la curiosité ou autre, ou si au contraire on les encourage et on les finance, quoi. C'est toujours un petit dilemme moral que de trancher ça. Exactement. C'est plus facile quand les tueurs en série sont morts, au moins on sait que ça ne leur va pas à eux et on peut avoir cette curiosité. C'est ça. Puis même se dire que ça va aux victimes, aux familles des victimes. En tout cas, ce qui est sûr, donc, c'est qu'elle utilise toujours son échec télévisé, qu'elle intègre dans ses récits comme une preuve que les conditions n'étaient pas adéquates. Bah oui. Donc, voilà. Jamais perdre la face. Ça. Ouais, c'est ça. Aux alentours des années 2010 et après, jusqu'à aujourd'hui, son activité est maintenue avec une prudence affichée. Sa présence est accrue quand même en ligne, avec des événements à distance. Elle fait beaucoup d'événements à distance, des contenus numériques, etc. Mais son discours est parfois un peu plus nuancé publiquement, en tout cas, sur les responsabilités individuelles, etc. Sans des aveux clairs, des tests de base quand même. Et du coup, on peut la retrouver là actuellement sur les réseaux sociaux, tout ça ? Ouais. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais bon, je veux pas trop donner les... Oui, non, si les gens veulent, ils se démerdent. Je donnerai pas les sites internet, mais bon, il y a une tonne et demie. Alors, tu as l'impression au début que c'est gratuit, puis tu appuies sur un truc, et puis après, t'as le premier gratos, et puis après, tu as les autres payants, quoi.
Voilà, j'ai fini pour elle. Si l'année dernière, le petit rajout là que j'ai pas noté, j'ai vu qu'elle disait que l'année dernière, là en 2025, elle a dit qu'elle se retirait un petit peu de tout ça pour se recentrer, etc. Enfin, comme ils disent un peu tous. Mais bon, il y a toujours tout qui est quand même accessible au 1er janvier. C'est toujours accessible tout ce qu'elle faisait. Et il me semble même que j'ai vu bientôt une nouvelle vidéo, machin et tout. Donc bon. Ouais. Voilà. Ils partent c'est comme, tu sais, les stars Des fois, qui disent... tu qui crées disent le, tu je crées le prends ma manque. retraite et puis je reviens dans un an, quoi. Tu organises le manque et finalement, C'est quand ça. tu reviens... Je vais finir, puisque bon, on parle de dérives sectaires, de sectes quand même. Donc, pour vous donner les démarches concrètes, si vous êtes en rapport avec des dérives sectaires ou un proche qui le soit, c'est à peu près les mêmes choses à faire partout, hein, dans le monde entier, quel que soit votre pays, votre lieu où vous habitez. Ça sera toujours à peu près les mêmes choses au niveau juridique. Il vous faudra en premier lieu collecter des preuves. Copie des documents, des échanges de messages, des photos de publication, des informations au niveau des horaires, des lieux de réunion, etc. Ça, c'est utile pour faire un signalement ou une plainte ultérieure. Ensuite, on peut faire pour la France un signalement à Mivulude. Alors, Mivulude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc là, il faut faire un signalement auprès d'eux pour la France. Il y a des formulaires à remplir et pour signaler tout. Donc il faut pour décrire le groupe, les pratiques inquiétantes, les personnes impliquées, etc. Donc il y a un lien direct qui est formulaire.gouv.fr. Voilà, c'est plus simple. Ensuite, il y a troisième élément à faire, consulter un professionnel, ne restez jamais seul. Donc médecin généraliste, psychiatre, psychologue. Il faut évaluer l'impact psychologique que ça a eu sur vous ou sur vos proches. Porter plainte aussi. S'il y a des violences physiques, psychologiques, de l'escroquerie, de la non-assistance à personne en danger et encore d'autres. Donc on peut porter plainte où, hein, bien sûr, au commissariat, à la gendarmerie. En ligne maintenant. En ligne. En France en tout cas. On peut aussi saisir le pôle offense interne du tribunal ou voir un avocat spécialisé. Et enfin, pour le soutien familial, si c'est un proche qui est pris dans une emprise, il y a des interfaces familiales, des associations qui existent en France, l'UNADFI dont je vous ai parlé, ou ADFI. Et il y a des groupes de parole avec des plateformes sur Internet où vous trouvez les associations qui donnent les contacts régionaux aussi. Donc, comme je vous ai parlé, donc le Mivilude, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en France, c'est pour la prévention et le signalement. Vous avez le site internet qui est www.dérive-secte.gouv.fr. Ensuite, l'Union nationale des associations de défense de famille et de l'individu qui font l'accompagnement des victimes, www.unadfi.org. Ensuite, on a aussi le Centre contre les manipulations mentales qui font de l'information et du soutien, le CCMM, www.ccmm.asso.fr. Et on a la FFDSP, ou Fédération française des dérives psychologiques, scientologiques, manipulation mentale, qui font pour eux, par contre, essentiellement de la ressource documentaire. Ce n'est pas un service d'urgence, mais il fournit des documents explicatifs et des retours d'expérience. Pour eux, c'est www.ffdsp.org. Alors, j'ai donné juste... Et juste en France aussi, quand il y a un contenu sur les plateformes, type réseaux sociaux ou autres, en ligne en tout cas, on peut faire une déclaration sur Pharos. Ah oui, tout à fait, oui. Et il y a Pharos, oui, j'ai parce pas que pensé. Pharos, c'est les contenus illicites en ligne, que ce soit l'agression, les violences, les propos sexistes, racistes, etc. Mais aussi ce genre de propos, tous les contenus illicites. Et comme c'est illicite, dans un certain nombre de fois, ça peut valoir le coup de faire une déclaration à Pharos, plutôt que de relayer ou plutôt que de... voilà. Bon, je me suis dit que comme on était pas mal écoutés au Canada et en Belgique, j'allais donner... je peux pas faire tous les pays, je suis désolée. Mais vous trouvez sur vos sites de gouvernement, vous trouvez assez facilement quand même les informations ou juste sur Internet. Mais pour le Canada, j'ai trouvé la référence principale
principal, c'est centre d'information secte.com. Donc c'est pas comme le Mivilude française, mais c'est ce qui ressemble le plus. Ensuite, il y a www.info-secte.org, qui sont des ressources pédagogiques, analyses critiques, etc. On a le Centre canadien de prévention de la criminalité, www.sécuritépublique.gc.ca. Et enfin aussi pour les crises suicidaires, puisque du coup il y a de la détresse psychologique, etc., sortie de groupe sous emprise. On a crisisservicecanada.ca. En Belgique, l'organisation de référence, c'est le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, le CIAOSN. En cas de danger immédiat, et il y a un accompagnement des victimes avec SOS Victimes. Donc le CIAOSN, Centre d'information et d'avis sur des organisations sectaires nuisibles, c'est www.ciaosn.be. SOS Victimes, c'est www.sos-victime.be. Et pour porter plainte, on a la police locale, pareil pour le Canada bien sûr. Donc police locale fédérale ou commissariat, avec des plaintes possibles pour abus de faiblesse, escroquerie, violence, etc. Et j'en ai fini pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, Falsiparum. Eh ben écoute, oui, j'ai appris des trucs. Je connaissais pas dans les détails. J'avais les grandes lignes. Bon après c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui croisent avec ce que je connaissais plutôt mieux sur toutes les dérives en lien avec en particulier la naturopathie, qui est un gros sujet qu'on traitera d'ailleurs parce on a pour le coup des gourous naturopathes qui ont créé, qui ont causé des dégâts et qui en causent encore. Donc voilà, mais effectivement des points de vigilance et des points d'attention qu'on ne peut que vous inciter à avoir et à relayer si nécessaire. Bon là ça paraît gros quand même parce qu'il y a vivre d'air et de lumière. Voilà, écoute, ça marche, puisqu'il y en a qui sont avec ça. Enrôlés là-dedans, oui, mais spontanément, la plupart des gens commenceront à tiquer quand même sur le sujet. Par contre, il y a toujours des portes d'entrée là-dedans, et donc il faut vraiment se méfier des portes d'entrée. Parce que parfois elles semblent anodines et il y a toujours un cheminement, tu l'as dit avec les étapes ou les phases. Il y a un cheminement progressif avant de passer à l'étape d'après qui est un peu plus loin. Et donc il faut être vigilant et puis pas hésiter à poser des questions, à se renseigner, tout ça. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous êtes dans une situation ou que vous connaissez quelqu'un dans une situation comme ça. Vous pouvez, on est soignant, donc on peut au moins vous guider. Peut-être. Donc n'hésitez pas. Ou vous rapprocher de votre médecin traitant ou d'un soignant ou même comme pas là pour faire des consultations en ligne, mais si vous avez des. Oui, non, mais voilà, s'il y a des conseils, évidemment. Si un de nos auditeurs a une problématique, bien entendu, nos DM sont ouverts et on peut. Mais même, il peut aller voir lui-même son propre médecin traitant, mais il ne faut surtout pas aller trouver un référent qui pourra aider. Jamais seul. Ouais. Voilà. Merci à tous pour vos écoutes. Ça nous fait chaud au cœur. Toujours. Abonnez-vous sur nos plateformes. Nous sommes toujours sur Spotify, Apple Podcast, Ocha et toutes les autres. N'hésitez pas aussi à nous laisser des messages et des commentaires, ainsi qu'un max d'étoiles, surtout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Instagram medicincity.podcast. Partagez. Ainsi que Falsiparum Medicine City et Blue Dinners Medicine City. C'est vrai que je les oublie à chaque fois. Partagez, likez, commentez, sentez-vous libre de nous faire vos retours et vos suggestions. Falsiparum, tu veux nous teaser ton prochain épisode ? Eh bien écoute, je vais vous emmener en Roumanie la prochaine fois. Ok.
et on va parler de gens qui sont irrécupérables. Oula. Ok. D'accord. Ça me dit rien, mais ok, on a hâte. Ça va être un épisode triste. Ah, bon, alors, écoute, on a bien rigolé là. On va. Ouais, c'est un autre. C'est un autre mood. c'est un autre sujet. Ouais, ça va être différemment triste et lourd. D'accord. Bon, bah écoutez, profitez de cet instant dans cet épisode et puis on se revoit dans 15 jours. Eh bien, écoutez, merci à tous et restez à l'écoute des pulsations qui montent depuis les ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.